Maintenant, tout de même, l'État français gérait des, bien de dire l'importance de toutes les activités au sein de la communauté. Et si l'État français, comme je l'ai dit tantôt, il gère la monnaie, la défense, la politique étrangère, la politique économique, la politique financière commune, la justice et j'en parle, l'enseignement supérieur, les transports, tout ça, la télécommunication, tout ça a été géré par l'État français. Maintenant, face à cette situation, les membres de la communauté se rendirent compte que le statut d'État qu'ils avaient acquis suite à la Constitution de 1958 ne leur permettait pas d'exercer la plénitude des compétences d'un État souverain. Et je vous l'ai dit tantôt, malgré que les États associés se gouvernaient elles-mêmes, ils étaient dans la surveillance de la France. Et que cette surveillance de la France ne se limitait juste pas à cette surveillance seulement, mais l'ensemble des affaires importantes au sein de cette communauté a été géré par la France. Maintenant, que les membres de la communauté, que ce soit l'État fédéral ou bien les États confédérés, se rendirent compte que le statut d'État qu'ils avaient acquis suite à la Constitution de 1958 ne leur permettait pas d'exercer la plénitude des compétences d'un État souverain. Alors, il n'était pas souverain, il n'y avait pas la souveraineté parce qu'il y avait le contrôle, il y avait la surveillance. Alors maintenant, dans son organisation, c'est-à-dire dans l'organisation de la communauté, il y a plusieurs organes qui ont été mis en place. Donc, il y a plusieurs organes qui ont été mis en place dans cette communauté. Maintenant, ces différents organes du moins permettent à la communauté donc de remplir les différentes fonctions. Maintenant, nous allons parler sur les organes de la communauté franco-africaine. Maintenant, la communauté franco-africaine comportait essentiellement 4 organes. La communauté franco-africaine comportait essentiellement 4 organes. Il y a la présidence, il y a le conseil exécutif, il y a le Sénat et la cour arbitrale. Voilà les 4 organes donc de la communauté franco-africaine. Il y a la présidence, le conseil exécutif, le Sénat et la cour arbitrale. Maintenant, au terme des dispositions de l'article 80 de la Constitution française de 1958, de la communauté. Ouais. Donc, quand on parle de la communauté franco-africaine, donc, il y avait une présidence dans ces organes, c'est-à-dire l'organe principal, c'est-à-dire c'est la présidence. Et le président de la communauté franco-africaine était en même temps le président de la République française. Et ceci a été étayé donc dans l'article 80 de la Constitution française de 1958. En même temps, il a été élu par un collège électoral métropolitain et un collège du moins électoral donc d'outre-mer composé des députés, des sénateurs, des membres des assemblées territoriales et provinciales, des représentants des communes et des collectivités rurales. Voilà un ensemble qui regroupait donc la présidence lors des élections. Et si sachez que quand on parle du président donc de la communauté francophone, sachez que selon les termes de des dispositions de l'article 80 de la Constitution française de 1958, le président de la République française était le président de la communauté. Donc, et ce président-là, il était élu par un collège électoral métropolitain. Quand on parle du métropole, on parle de la France. Et un collège électoral d'outre-mer, les colonies, composé de députés, de sénateurs, des membres des assemblées territoriales et provinciales,
donc des représentants des communes et des collectivités locales. Donc sa mission, la mission de la présidence, il était chargé de veiller à l'application des accords de la communauté et de la conformité des lois aux règles de la communauté. Donc, il y a des accords. Il y a des accords de la communauté. Parce que quand on crée la communauté franco-africaine, c'est-à-dire l'État fédéral et l'État confédéré, donc il y avait des accords qui ont été établis. Et le rôle du président ici, c'est de veiller donc, à l'application de ces accords. Et aussi la conformité de la communauté aux lois et aux règles établies. Donc il faut une conformité donc, aux règles. Maintenant, après la présidence ici, nous allons voir le conseil exécutif. Ici, quand on parle de conseil exécutif, donc, on parle sur le gouvernement dans la communauté. Maintenant, le conseil exécutif il a été composé des chefs de gouvernement, des États membres de la communauté et des ministres chargés des affaires communes. Donc, le conseil exécutif était composé des chefs des gouvernements, des États membres de la communauté. Et les États membres de la communauté, c'est l'État fédéral qui est la France et ses colonies. Et les ministres chargés des affaires communes. Seuls les ministres français avaient été nommés en qualité de chargés des affaires communes. Seuls les ministres français. Ouais. Donc, il était chargé d'organiser le conseil exécutif. Le conseil exécutif était chargé d'organiser la coopération entre les membres de la communauté sur le plan gouvernemental et administratif. Il était également compétent en ce qui concerne les questions de politique générale. La communauté dans le cadre des compétences communes. En fait aussi, donc, il délibérait sur les dépenses des organes et services de la communauté et sur la représentation entre les États de ces dépenses et de celles entraînées par les politiques communes. Donc, quand on parle du conseil exécutif à la communauté franco-africaine, il faut noter que ce conseil exécutif était composé de chefs de gouvernement, des États membres de la communauté et des ministres chargés des affaires communes. Et que ces ministres chargés des affaires communes étaient essentiellement des ministres français. Maintenant, quand on va parler sur sa mission et d'organiser la coopération entre les membres de la communauté sur le plan gouvernemental et administratif. Mais aussi, il est compétent en ce qui concerne les questions de politique générale de la communauté dans le cadre des compétences communes. Ce qui engendre la communauté en général, que ce soit l'État fédéral, que ce soit les États fédérés, c'est-à-dire les colonies. En fait aussi, le conseil exécutif délibérait sur les dépenses des organes et services de la communauté et sur la répartition entre les États de ces dépenses et de celles entraînées par les politiques communes. Ouais. Donc, ça, c'est ce qui concerne le conseil exécutif. Maintenant, il y a le Sénat. Ici, le Sénat, il était composé de 186 délégués de la République française et de 98 délégués des autres membres. Alors, le Sénat était composé de 186 délégués de la République française. 186. Et de 98 délégués des autres membres, c'est-à-dire des colonies. Et se superposer aux différents parlements territoriaux. Il a été consulté sur saisine du président de la communauté à propos des affaires relatives aux engagements internationaux intéressant la communauté.
Il y a aussi l'autorisation de déclarer la guerre aux affaires communes. Donc, le Sénat pouvait voter. Mais le Sénat fonctionnait ainsi. Il y a 186 délégués, par exemple, hein, français, et 98 délégués, qui sont les membres des autres colonies. Maintenant, si le président de la communauté, qui est en même temps le président de la République française, voulait passer un projet de loi, par exemple, il va saisir le Sénat. Donc, qu'est-ce qui va se passer puisque cette loi, c'est-à-dire si cette loi porte donc son attention sur l'importance de la République française au détriment des autres pays, donc la loi va passer du fait qu'il y a plus de députés, plus de délégués français que de délégués des autres membres du colonie. Alors, on peut dire en grosso modo que ce Sénat-là était là pour le compte de l'État fédéral qui est la République française. Donc, il a été consulté il a été saisi par le président sur ces questions-là, comme des affaires relatives à l'engagement international. Il y a l'autorisation de déclarer la guerre aux affaires communes. Donc, en ce qui concernait aussi le fonctionnement des institutions de la communauté, il avait un pouvoir de décision. Donc, tout ce qui rapporte avec des fonctionnement des institutions sur la déclaration de guerre, sur les affaires communes, donc le Sénat avait le pouvoir de décision. Donc, voilà en ce qui concerne donc le Sénat sur la communauté franco-africaine. Et en dernier lieu, nous allons voir la Cour arbitrale. Ici, donc, l'article 84 de la Constitution française de 1958 réglementait l'organisation et les compétences de la Cour arbitrale. Donc, la Cour arbitrale était composée de 7 juges nommés par le président de communauté pour 6 ans renouvelables. Alors, n'oublions pas aussi, le président de la communauté était en même temps le président de la République française. Et que ces 7 cours arbitrales étaient nommés par le président. Donc, maintenant, la Cour arbitrale était chargée de statuer sur les litiges pouvant survenir entre les États membres de la communauté entre eux et entre un autre État de la communauté. Ici, il était censé donc de trancher sur les litiges entre les États membres de la communauté et entre eux et entre un État de la communauté. Maintenant, elle était juge du contentieux des élections des sénateurs et pouvait jouer un rôle consultatif auprès des membres. Maintenant, la saisine de la Cour arbitrale était exclusivement réservée aux États. C'était seul aux États donc de pouvoir donc saisir la Cour arbitrale du moins. Donc, c'était seul les États qui pouvaient le saisir. Donc, au sein de la communauté, les membres avaient accédé à la dignité d'État. Dès lors, ils avaient la possibilité de gérer librement leurs affaires propres, ce que le Sénégal et le Soudan essaieront de faire dans le cadre d'une fédération. Maintenant, du fait qu'il y a ces organes-là liés à la communauté franco-africaine lors de cette création, donc dans son fonctionnement, maintenant, les États qui sont les colonies ont atteint leur dignité de l'État. C'est-à-dire, ils n'ont pas vraiment la souveraineté totale, mais les États ont l'autonomie interne. Ils peuvent se gouverner librement, mais dans la surveillance de la France. Mais dans ce siège, qui est la communauté franco-africaine, donc les États ont pensé à une fédération, c'est-à-dire à des alliés, d'où la création donc de la fédération du Mali entre le Sénégal et
et le Soudan. Le Soudan qui est le Mali. J'espère que vous me suivez, j'espère que c'est bon jusque-là. Avant d'attaquer la Fédération du Mali, j'espère que c'est bon. Oui, Ibrahim Mbalo. Oui, bonsoir, très cher doyen. Voilà, je pense que là, vous pouvez continuer. Sinon, si les étudiants ont des questions, vous pouvez lever la main pour poser vos préoccupations. D'accord. Donc, sinon, s'il n'y a pas de questions, vous pouvez continuer. Hein. D'accord, merci beaucoup, M. Mbalo. Donc, chers étudiants, donc, si vous souhaitez poser des questions, donc, on vous permettra aussi, donc, à la fin de ce cours, que chaque étudiant peut poser ces questions, donc, étayer ses incompréhensions. Vous avez la possibilité de noter tous vos. Donc, vous avez la possibilité, donc, de noter vos incompréhensions et à la fin, donc, de ce cours, vous posez vos différentes questions. Donc, en Fatoumata Koli, vous avez le rôle du conseil exécutif du Sénat et les 4 organes. Ici, donc, tout ce que je disais à propos donc, des organes, quand on parle de la communauté franco-africaine, il y a 4 organes. Il y a 4 organes. Donc, et sur ces 4 organes-là, il y a la présidence, il y a le conseil exécutif, il y a le Sénat, il y a aussi la cour arbitrale. Donc, pour ce qui est donc le conseil exécutif, j'ai dit tantôt, il était composé des chefs de gouvernement, des États membres de la communauté et des ministres chargés des affaires communes. Et que quand on parle des ministres chargés des affaires communes, il faut noter que ces ministres-là étaient des ministres français. Ce sont des ministres français qui ont été nommés en qualité de chargés des affaires communes. Maintenant, quand on parle sur son fonctionnement, sur sa mission de conseil exécutif, il était chargé d'organiser la coopération entre les membres de la communauté sur le plan gouvernemental et administratif. Il était également donc compétent en ce qui concerne les questions de politique générale de la communauté dans le cadre des compétences communes. Mais aussi, il est statué donc, en ce qui concerne les dépenses des organes, des services de la communauté, donc, et j'en passe. Voilà ce qui concerne le conseil exécutif et les organes donc, de la communauté. Maintenant, on va attaquer la fédération du Mali. Donc, comme je vous l'ai expliqué tantôt, la brèche vers l'indépendance ouverte par la Constitution française de 1958 sera empruntée par le Sénégal et le Soudan, qui, à la suite des multiples péripéties, mettront à la place une fédération. Maintenant, avec la Constitution de 1958, la Constitution française de 1958, qui a abouti à la création de la communauté franco-africaine, donc nous voyons nettement une brèche, c'est-à-dire une ouverture de la marche vers les indépendances des colonies. Parce que cette communauté franco-africaine a donné donc, aux colonies le pouvoir de se gouverner, donc avoir aussi une existence juridique, mais aussi de les permettre d'organiser des élections. Et tout ça représente une brèche, c'est-à-dire une ouverture pour le Sénégal et le Soudan, qui est l'actuel Mali, donc à mettre en place une fédération. Maintenant, le Sénégal aura sa propre constitution à l'intérieur de la fédération. Les institutions mises en place par cette constitution se superposer aux organes de la fédération. Là, il y aura un problème. Parce que dans cette même fédération, le Sénégal aura sa propre constitution à l'intérieur de la fédération. Maintenant,
faut noter que les institutions, eux aussi, ont leurs propres organes. Maintenant, il y aura une superposition entre la constitution du Sénégal dans la fédération et les institutions de la fédération. Maintenant, pour diverses raisons, cette fédération est éphémère, c'est-à-dire cette fédération n'a pas duré. La fédération du Mali n'a pas duré. Maintenant, on va parler donc du fait que les raisons pour lesquelles cette fédération a duré. Mais avant d'en arriver là, nous allons parler sur la composition des... Donc, avant de parler, on va parler sur les origines de la fédération du Mali, c'est-à-dire la naissance. Ici, initialement, la fédération devrait regrouper au sein de la communauté franco-africaine 4 États que sont à l'initial, lorsqu'on parlait, parce que maintenant on parle de la fédération du Mali, donc la fédération entre le Mali et le Sénégal, mais à l'initial, il faut retenir que la fédération devrait regrouper au sein de la communauté franco-africaine 4 États, que sont le Sénégal, le Soudan, le Dahomey et la Haute-Volta. Ouais. Est-ce que vous me saisissez? Donc, le Dahomey, vous le savez, c'est le Ghana, vous le savez. Et la Haute-Volta aussi, donc, la Haute-Volta aussi, vous le savez. Donc, c'est juste que c'était des appellations comme le Soudan, qui est l'actuel Mali. Donc, c'était des appellations donc, à qui on prenait en compte. Mais il y a des changements. C'est bon, j'espère. Maintenant, à l'initial, la fédération devait regrouper ces 4 colonies. Donc, ces 4 colonies, il y a le Soudan, il y a le Sénégal, le Dahomey. Donc, il y a aussi la Haute-Volta. Donc, ici, il est nécessaire de savoir l'origine de cette fédération. Il y a, d'ailleurs, ils se réunirent à Dakar en janvier 1959, c'est-à-dire ceux qui étaient regroupés en 1959 pour mettre sur pied la fédération suite à la réunion de Bamako en décembre 1958, c'était ces 4 pays. Il y a l'actuel Mali, le Dahomey qui est l'actuel Bénin, la Haute-Volta qui est l'actuel Burkina Faso. Voilà les 4 pays qui ont été regroupés donc en 1959 pour mettre sur pied la fédération. Maintenant, la constitution adoptée par l'Assemblée constituante à cette occasion sera ratifiée par le Soudan le 21 janvier 1959. Je répète, en décembre 1958, et il y avait une réunion à Bamako en décembre 1958. Suite à cette réunion, suite à cette réunion qui avait lieu en 1958, en décembre 1958 à Bamako, ces 4 pays-là, le Sénégal, le Soudan, le Dahomey, la Haute-Volta, se sont regroupés à Dakar en 1959.
Maintenant, la constitution adoptée par cette assemblée-là, d'accord, à cette occasion, serait ratifiée par le Soudan le 21 janvier 1959, c'est-à-dire à la même date. Le Sénégal, le 22 janvier. Le Mali a ratifié le 21, le Sénégal le 22 janvier, la Haute-Volta le 28 janvier. Cette dernière n'intégrera jamais la fédération, c'est-à-dire la Haute-Volta, qui est le Burkina Faso, donc suite aux pressions exercées par la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire mettait la pression à la Haute-Volta. Maintenant, conformément à l'article 118 de la Constitution française, les dirigeants de la fédération exprimèrent en septembre 1959 leur décision d'accéder à l'indépendance. C'est en 1959, en septembre 1959, que la fédération a exprimé donc sa décision d'accession à l'indépendance. Le 13 septembre de la même année, c'est-à-dire le 13 septembre 1959, à Saint-Louis du Sénégal, le général de Gaulle exprimant son l'accord à l'indépendance du Sénégal et du Mali, c'est-à-dire l'accord de l'indépendance de la fédération, a été accordé par de Gaulle à Saint-Louis du Sénégal le 13 septembre 1959. Maintenant, le 4 avril 1960, un accord de transfert de compétences entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Sénégal et du Soudan fut signé. D'où notre indépendance. C'est pourquoi on fête notre indépendance le 4 avril 1960, parce que c'est en ce moment-là, c'est à cette date que les accords de transfert de compétences, c'est-à-dire les décisions, les pleins pouvoirs, ont été accordés, permettant au pays donc de se gouverner eux-mêmes sans le contrôle de la République française. Donc, c'est le 4 avril 1960 que ces accords-là ont été signés. Maintenant, le 20 juin 1960, la fédération demanda et obtient son indépendance. Le 20 juin 1960. Elle s'évertua alors à mettre en place des institutions prévues pour son fonctionnement. Donc, une fois que la fédération a obtenu son indépendance, d'abord, il y a 3 dates essentielles qu'il faut retenir. D'abord, la première date, c'est le 13 septembre, à qui le général de Gaulle, à Saint-Louis du Sénégal, a exprimé son accord à la décision d'octroyer l'indépendance à la Fédération du Mali. Les accords ont été signés le 4 avril 1960. Pourquoi? Pour le transfert de compétences entre le gouvernement de la République française et les gouvernements du Sénégal et du Soudan. Maintenant, le 20 juin 1960, la Fédération demande et obtient aussi en même temps son indépendance totale. Alors, elle s'évertua alors à mettre en place des institutions. Une fois que cette indépendance est obtenue, maintenant, il faut que la Fédération mette ses institutions, ce qui va nous permettre de voir les organes de la Fédération du Mali. Ici, les organes de la Fédération du Mali. L'article 7 de la Constitution de la Fédération du Mali du 17 janvier 1959 prévoit 4 institutions. Il y a 4 institutions qui ont été prévues par l'article 7 de la Constitution de la Fédération du Mali du 17 janvier 1959. Il y a le président de la Fédération, le gouvernement fédéral, l'Assemblée fédérale et l'autorité judiciaire. Voilà les 4 institutions qui ont été prévues par l'article 7 de la Constitution de la Fédération du Mali du 17 janvier 1959. Le président de la Fédération, le gouvernement fédéral, l'Assemblée fédérale et l'autorité judiciaire.
Voilà les 4 institutions. Maintenant, nous allons voir en grand tas le président de la fédération. Donc, le président de la fédération est élu pour 5 ans, renouvelable par un collège électoral comprenant les membres de l'Assemblée fédérale réunis en congrès avec ceux des assemblées législatives des États. Le président de la fédération est élu pour 5 ans, mais ces 5 ans sont renouvelables par un collège électoral. Et que ce collège électoral comprenait les membres de l'Assemblée fédérale qui sont réunis en congrès avec ceux de l'Assemblée législative des États. Maintenant, les représentants fédéraux, membres d'une Assemblée législative, avaient 2 voix. Les représentants fédéraux, l'Assemblée législative en même temps, avaient 2 voix. Celle de l'Assemblée fédérale, celle de l'Assemblée aussi législative. Voilà les 2 voix. Donc, il veille au respect de la Constitution, le président. Le président veille au respect de la Constitution et assure par son arbitrage la continuité de la fédération et le fonctionnement régulier des institutions. Il préside aussi le Conseil des ministres et le Conseil supérieur de la défense en tant que chef des armées. Le président était en même temps le chef des armées. Enfin aussi, il joue un rôle d'arbitre entre les États fédérés d'une part et entre ceux de la fédération d'autre part. Voilà le président de la fédération. En deuxième lieu, il y a le gouvernement fédéral. Le gouvernement fédéral est composé d'un président, d'un vice-président et de 6 ministres nommés sur la base d'un système paritaire. 3 ministres par État. Ici, la parité renvoie aux États. On a parlé de 6 ministres. 3 seront au Sénégal, 3 seront au Mali. Donc, voilà, le gouvernement est composé comme suit: le président, le vice-président et ses 6 ministres, dont 3 au Sénégal, 3 au Mali. À l'origine, le président du gouvernement fédéral était désigné par le bureau de l'Assemblée législative fédérale suite à la révision constitutionnelle du 20 juin 1960. Il est nommé par le président de la fédération et investi par l'Assemblée fédérale. Maintenant, le président du gouvernement fédéral, lui, d'abord, il faut noter que c'est le président de la fédération par la révision constitutionnelle du 20 juin 1960 qui nomme et investi par l'Assemblée fédérale le président du gouvernement. Et ensuite, le président du gouvernement fédéral nomme le vice-président de la fédération et les autres membres du gouvernement, en respectant bien sûr le système paritaire, la représentation paritaire. 3 ministres au Sénégal, 3 ministres au Mali. C'est le président du gouvernement qui nomme le vice-président de la fédération et les 6 ministres du gouvernement, tout en respectant la représentation paritaire. Maintenant, sous la direction de son président, le gouvernement fédéral définit et conduit la politique de la fédération. C'est lui qui définit la politique et qui conduit en même temps la politique de la fédération. Maintenant, le président du gouvernement fédéral peut mettre en jeu la responsabilité du gouvernement par le biais de la question de confiance devant l'Assemblée fédérale. Le président du gouvernement fédéral peut mettre en jeu la responsabilité du gouvernement par le biais de la question de confiance. Et ceci est possible devant l'Assemblée fédérale. Mais le président du gouvernement ne pouvait pas dissoudre la responsabilité.
part le gouvernement fédéral, il y a l'Assemblée fédérale. L'Assemblée fédérale, donc, était composée de 40 membres, élus pour 5 ans, de manière paritaire. Toujours on respecte, puisqu'on est dans une fédération qui comporte 2 pays. Donc ici, on doit respecter le système paritaire. C'est pourquoi l'Assemblée fédérale était composée de 40 paritaires. Maintenant, elle votait la loi et le budget fédéral. Cette assemblée-là votait la loi et le budget fédéral. Elle investissait, même à l'Assemblée bien sûr, investissait le président du gouvernement fédéral en ratifiant la composition de l'exécutif fédéral. Ouais. Elle exerçait aussi un contrôle sur l'exécutif. L'Assemblée avait la possibilité donc d'exercer un contrôle sur l'exécutif et pouvait engager la responsabilité donc du gouvernement par le biais de la motion de censure. Là-bas, quand le président fait la responsabilité du gouvernement, il faut utiliser la question de confiance. Mais ici, si c'est le contraire, on parlera donc si l'Assemblée veut exercer son contrôle sur l'exécutif, donc il faut engager la responsabilité du gouvernement par le biais donc de la motion de censure. Là-bas, c'est la question de confiance. Ici, c'est la motion de censure. Le monocaméralisme en vigueur dans la Fédération du Mali était assez original. D'habitude, dans les États fédéraux, le Parlement est organisé selon un système bicaméral. Le peuple. Mais ici, donc, en ce qui concerne la représentation, en ce qui concerne la Fédération du Mali, il y avait le monocaméralisme, c'est-à-dire une seule chambre. En dernier lieu, sur les organes donc, de la Fédération du Mali, on a la Cour fédérale. Et la Cour fédérale était composée, donc, était subdivisée du moins en 3 sections. Une section constitutionnelle, compétente en matière de contrôle de constitutionnalité. Oui, sur ces 3 sections. Il y avait une section constitutionnelle qui est compétente en matière de contrôle de constitutionnalité et une section administrative compétente en matière d'administrative et une section chargée des comptes compétente en matière de contrôle des comptes des comptables publics. Alors que ces institutions n'étaient pas totalement mises en place, une crise éclata entre le Sénégal et le Soudan, entraînant l'échec de la fédération. Avant qu'on ait eu l'occasion donc de mettre en place ces 3 sections-là, qui est une section constitutionnelle, une section administrative et une section des comptes, une section chargée des comptes, il y avait une crise qui éclata entre le Sénégal et le Soudan qui entraîne l'échec de la Fédération du Mali. Et vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous ai dit que la fédération donc, est éphémère. Ça n'a pas duré. Maintenant, nous allons parler sur la fin de la Fédération du Mali, après avoir parlé sur ses organes. On a parlé sur ses origines, on a parlé sur ses organes. Maintenant, on parle sur la fin de la Fédération du Mali. Donc, dans la nuit du 19 au 20 août 1960, on n'a pas encore sorti de l'année 1960. Vous voyez pourquoi je vous ai dit c'est éphémère. Dans la nuit du 19 au 20 août 1960, les divergences entre le Sénégal et le Soudan furent telles qu'elles aboutirent à l'éclatement de la fédération. Il y avait beaucoup de tensions, beaucoup de divergences entre le Sénégal et le Mali. Et la nuit du 19 au 20, donc, ces divergences connaissent une ampleur. Maintenant, les raisons sont multiples, mais 3 semblent essentielles.
il y a d'abord la faiblesse des pouvoirs fédéraux. Il y a la faiblesse des pouvoirs fédéraux. Maintenant, en effet, ces organes ne pouvaient fonctionner qu'avec l'accord unanime des États membres. Les pouvoirs fédéraux, pour qu'ils puissent, pour que ces organes-là que je viens de citer puissent fonctionner, il faut l'accord unanime des États membres, l'accord unanime du Sénégal, l'accord unanime du Soudan. Ensuite, il y a les divergences liées à l'élection du président de la fédération. Il y a les divergences liées à l'élection du président de la fédération. Ouais. En effet. Quand on parlait sur la question du président de la fédération, on avait noté donc sa mission et comment ce poste a été élu. Maintenant, ces questions-là de divergence liées à l'élection du président de la fédération n'avaient pas été réglées. Le Sénégal et le Soudan avaient des candidats à ce poste. Ouais. Il y avait deux. Il y avait deux présidents, deux candidats du moins. Le Sénégal avait un candidat, le Soudan avait un candidat. Le Sénégal, la troisième raison est liée à la deuxième. Président. Le poste du moins du président. Ainsi, le président du gouvernement, Modibo Keïta, destitua le vice-président du gouvernement, Mamadou Dia. Vous voyez, c'est le président du gouvernement qui nommait le vice-président et nommait aussi en même temps les 6 ministres. Maintenant, c'est Modibo Keïta qui était le président du gouvernement. Et Modibo Keïta destitua le vice-président qui est Mamadou Dia le 19 août 1960 en violation de la Constitution et nommant un nouveau chef d'état-major des armées. Ouais. En outre, il proclama l'état d'urgence pour risque d'atteinte à l'intégrité territoriale. Lorsque Modibo Keïta a destitué Mamadou Dia le 19 août 1960, il a aussi le chef d'état-major général des armées à qui il pouvait contrôler. Donc, et lorsqu'il pouvait contrôler, il pouvait donner des ordres il pouvait donner des ordres à ce président, à ce chef d'état-major, donc pour qu'il puisse donc déclarer l'état d'urgence, c'est-à-dire c'est l'armée qui va assurer la protection de l'état risque d'atteinte à l'intégrité territoriale. Mais le Sénégal ne s'est pas laissé faire. Ça s'est passé le 19 août. Maintenant, la réaction du Sénégal ne se fit pas attendre. C'est le 20 août 1960, c'est-à-dire le lendemain, extraordinaire, retirant les compétences qu'elle avait transférées au Mali. Puis sortir le Sénégal de la fédération et proclamant l'indépendance et l'état d'urgence aussi en même temps. Et c'est retiré. Toutes les compétences qui ont été transférées au Mali a été retiré et la fédération proclamant, le Sénégal du moins, proclamant l'indépendance et aussi l'état d'urgence en même temps. Elle accorda également au gouvernement les pleins pouvoirs pour faire face à la situation créée. Ici, le gouvernement du Sénégal a été accordé tous les pouvoirs pour faire face à ce problème-là. Donc, là-bas, il faut noter, la nuit du 19 au 20 août marque la fin de la fédération. Les autorités soudanaises sont reconduites à Bamako et l'Assemblée législative prend le nom d'Assemblée nationale.
Au sein de cette fédération, le Sénégal avait sa propre constitution, on l'avait mentionné. Sur la constitution sénégalaise du 24 janvier 1959. Voilà, donc en ce qui concerne la séparation, la fin de la fédération du Mali. Donc, voilà en ce qui concerne la fédération du Mali, donc son origine, ses organes, mais en même temps, donc, la fin de la fédération du Mali. Maintenant, on avait vu tout à l'heure que au sein de la fédération, le Sénégal avait en même temps donc, sa propre constitution. Maintenant, on va voir la constitution du Sénégal du 24 janvier 1959, la constitution sénégalaise du 24 janvier 1959. Donc ici, au sein de la communauté et de la fédération du Mali, le Sénégal, en tant qu'entité quasi-étatique, selon le mot du professeur Ismaël Madior Fall, a adopté sa première constitution le 24 janvier 1959, suite à un vote de l'Assemblée constituante par 49 voix pour et 2 contre. Ouais. Donc ici, selon les termes du professeur Ismaël Madior Fall, au sein de la communauté quasi-étatique, a adopté sa première constitution le 24 janvier 1959, suite à un vote de l'Assemblée constituante par 49 voix pour et 2 contre. Elle a été élaborée conformément aux dispositions prévues dans le cadre de l'autonomie interne. Lorsqu'on a mis en place l'autonomie interne dans la communauté franco-africaine, le Sénégal en a profité donc, pour créer sa constitution le 24 janvier 1959. Donc, elle mettait en place un régime parlementaire. Elle mettait en place un régime parlementaire. Maintenant, il y a les principes de la Constitution du 24 janvier 1950. Les dispositions de cette Constitution affirmaient l'attachement du Sénégal aux droits fondamentaux, aux déclarations des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 du moins, et universel des droits de l'homme du 19 décembre 1948, au préambule des constitutions françaises de 1946 et de 1958, ainsi qu'à la communauté. Pour que le Sénégal puisse aboutir à la création de cette constitution du 24 janvier 1959, le Sénégal avait un attachement, c'est-à-dire la constitution du 24 janvier 1959 a été donc écrit, a été instauré sous l'attachement de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789. Il y a aussi, le Sénégal a pris en compte aussi la Déclaration universelle des droits de l'homme du 19 décembre 1948. Et il a pris encore en compte le préambule des constitutions françaises de 1946 et de 1958, ainsi qu'à la communauté. Cet ensemble-là représente des dispositions ou bien les attachements à qui le Sénégal a référé pour mettre du 24 janvier 1959. Alors, la Constitution précisait également la volonté du Sénégal d'œuvrer pour la réalisation de l'unité africaine. Dans la Constitution, le Sénégal veut donc une unité africaine. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si la Constitution a été adoptée
2 jours après la ratification par le Sénégal de la Constitution de la Fédération du Mali. Donc, tout ça pour vous dire que la Constitution du Sénégal, donc il faut savoir que dans ces principes, il a été établi. Voilà ce qui concerne les principes. Donc, on a pris en compte la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. On a pris en compte aussi la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, la Constitution française de 1946 et de 1958, et la communauté aussi pour mettre en place cette Constitution. Maintenant, on a dit tout à l'heure que le régime qui a été adopté était un régime parlementaire. Maintenant, on va voir la nature du régime. Les institutions constitutionnelles étaient limitées au gouvernement, à l'Assemblée législative et aux collectivités publiques. Après que le Sénégal s'est replié sur soi-même, donc pour se fonctionner par ses propres moyens et se gouverner lui-même, donc il faut savoir que les institutions constitutionnelles se limitaient au gouvernement, à l'Assemblée législative et aux collectivités publiques. Le pouvoir judiciaire était donc, le gouvernement se composait du président du Conseil des ministres, élu par l'Assemblée législative, et des ministres nommés par le président du Conseil des ministres. Maintenant, ce dernier déterminait et conduisait la politique de la République du Sénégal, disposait de l'administration, exercer le pouvoir réglementaire, assurer aussi l'exécution des lois et règlements, nommés à toutes les fonctions et charges de la République. Tout ça, c'est donc le pouvoir du président, c'est-à-dire le gouvernement en général. Quant à maintenant l'Assemblée législative, elle votait les lois dans les domaines bien précis, c'est-à-dire régime foncier, régime matrimonial. Mais dans le rapport respectif, la responsabilité du gouvernement pouvait être engagée devant le Parlement par le biais de la question de confiance, je l'ai dit tout à l'heure. Donc, on a repris la disposition de la Constitution de 1958. Dans les rapports entre le gouvernement et l'Assemblée législative, la responsabilité du gouvernement pouvait être engagée devant le Parlement par le biais de la question de confiance ou de la motion de censure par le Parlement, et le Parlement pouvait être dissout. Cependant, pour des raisons de rationalisation, le pouvoir de dissolution ne pouvait être exercé que suite à l'intervention de 2 crises ministérielles en l'espace de 36 mois. Maintenant, cette constitution sera emportée par la même crise qui a mis fin à la Fédération du Mali. Sur ce centre sera adoptée la constitution du 26 août 1960 qui mit en place la première république du Sénégal. Donc, voilà, en grosso modo, ce qui comporte ce chapitre 1 du système politique sénégalais portant titre La marche vers l'indépendance. Donc, voilà, on a vu la marche vers l'indépendance. Et sur ce, on a parlé sur pas mal de sections, pas mal de points. Il y a la loi cadre qui a été, c'est-à-dire l'autonomie interne, qui a été mise en place. C'est-à-dire les territoires d'outre-mer ont obtenu l'autonomie interne grâce aux innovations apportées par la loi cadre, c'est-à-dire du fait qu'il y avait un parlement local qui permettait
aux colonies de se gouverner elles-mêmes. Donc, en plus de cette autonomie interne, il y avait aussi donc l'appréciation de la loi cadre à qui donc Senghor pense que c'est cette même loi qui a ouvert la porte à la balkanisation du fait que les pays africains ont eu leurs indépendances isolées, c'est-à-dire des indépendances séparément. Donc, à part ça, on a vu la communauté franco-africaine, donc qui a permis, donc, qui a ouvert la brèche donc, aux colonies pour l'accession à l'indépendance, qui a permis parce qu'il permettait aux colonies de s'auto-gouverner. Donc, en plus de la communauté franco-africaine et à la Fédération du Mali, à qui vous avez vu les origines, donc les organes, en même temps aussi la fin de la Fédération du Mali. Et pour finir, donc tout ça porte aussi sur l'indépendance du Sénégal, tout ça représente l'indépendance du Sénégal jusqu'à l'adoption de la Constitution du 26 août 1960, qui a mis en place la première République du Sénégal. Voilà donc on est à terme de ce premier chapitre, donc sur la marche vers les indépendances. Donc si vous avez des questions, suggestions, contributions, des incompréhensions, tout cela, donc je suis là. Il y a aussi pas mal de collègues qui sont là, qui peuvent vraiment apporter leur connaissance, donc leur contribution aussi à ce cours. Je vois un ami, un frère, Mohamed Saïdba, à qui donc M. Diallo aussi, Lamine est là. Donc, chers étudiants, merci beaucoup de votre participation et je suis à votre disposition pour une éventuelle contribution, question, incompréhension. Je suis là. Et merci beaucoup. Chers étudiants, il faut noter qu'aussi, un politiste n'est jamais muet. Hein? Donc, les politistes défendent leurs idées. Donc, et le politiste aussi n'a pas peur de parler en public. Et si vous souhaitez être des grands politistes, c'est l'occasion rêvée donc, de se libérer de vos lacunes. N'hésitez pas aussi de prendre la parole. Oui, Monsieur Diallo, vous pouvez prendre la parole. Voilà, bonsoir, chers tous. Bonsoir, mon cher Ahmad. Bonsoir également notre promotionnaire Cheikh parmi nous. Alors, moi, je crois que je tiens d'abord à vous féliciter en tout cas pour votre excellente explication de ce cours qui nous a réunis aujourd'hui, qui renvoie sur le système politique sénégalais. Vraiment, votre présentation a été tellement claire et précise et nous a permis à tous de mieux comprendre en tout cas les différentes composantes de ce système qui est, disons, de ce cours de système politique sénégalais. Alors, votre maîtrise donc du sujet et votre même capacité, disons, à transmettre les informations de manière accessible, en tout cas, ont été remarquables. Donc, par rapport à ces aspects, qui a pu en tout cas mettre en évidence les différentes étapes, en tout cas de la marche vers l'indépendance du Sénégal.
ainsi que les principaux, en tout cas, acteurs politiques, donc, qui ont ménagé aucun effort, en tout cas, pour la marche, la bonne marche, en tout cas, qui nous a tiré vers la marche de cette indépendance. Donc, sur ce, vraiment, je vous encourage, vous avez mes encouragements, en tout cas, par rapport à votre engagement dans cette présentation qui est digne d'éloge. Et vraiment, j'ai certaines considérations envers vous, envers votre personne, la manière, votre capacité en tout cas à pouvoir communiquer clairement selon donc les outils parfois précieux. En tout cas, c'est le moment où je n'ai pas vraiment les mots pour vous en féliciter. Alors, sur ce, comme cher étudiant, chers camarades, je dirais plutôt, il faut avoir l'habitude de prendre note, puisque dans ce système d'enseignement avec Google Meet, parfois il n'est pas évident, puisqu'on n'a parfois pas la possibilité de pouvoir faire des enregistrements. Donc, il était nécessaire pour vous de prendre note pour une meilleure compréhension, en tout cas, de ce cours qui est vraiment capital dans votre cursus académique. Je crois que pour l'instant, voilà ce que je pouvais dire. Si peut-être j'aurai des éléments de contribution, je vous reviendrai, Inch'Allah. En tout cas, merci et je vous redonne la parole. Merci beaucoup vraiment Lamine Diallo, donc de ces témoignages à mon égard. Donc, je dirais, donc, en vous voyant, donc, j'ai la confiance et vraiment je vous remercie aussi. Donc, merci à vous et à l'ensemble des commissionnaires aussi. Donc, vraiment Balo, donc vous avez la parole. Peut-être la nouvelle. Niass Diouf, donc vous avez activé votre micro. Si vous avez une question, je suis à l'écoute. Niass Diouf. On a 15 minutes. On termine à 18h. On a 15 minutes donc, pour une séance de questions-réponses. Vous avez des questions, nous sommes là pour répondre aux différentes questions. Niass Diouf, si vous avez une question. Sinon, permettez donc au président de la commission pédagogique, Ibrahim Mbalo, donc de prendre la parole. Bonsoir à tout le monde, cher Monsieur Diouf, Monsieur Diallo et notre collègue Ahmad Seydba. Vraiment, vous étiez à la hauteur de nos attentes. Le cours, vous étiez trop pertinent. Et voilà, j'ai assisté à un cours que je me rappelle lorsque je faisais la L1. Bon, c'était comme ça que le professeur expliquait. C'est comme si j'étais en train de suivre un professeur qui m'expliquait ce cours-là. Et voilà, c'est ce qu'on attend de vous aujourd'hui. Et ce que je vais dire à nos camarades étudiants de la licence 1, il faut profiter de ces cours-là. Parce qu'on ne sait pas quand est-ce que l'université va ouvrir ses portes. Et jusqu'à présent, on sent nettement que j'ai constaté que les travaux ne s'améliore pas à l'université. Et donc là, je la chance d'assister à ces cours. Vous avez la chance de poser des questions si vous n'avez pas compris. Donc c'est le moment de profiter de ces cours-là. Et voilà, et on ne sait pas demain, ce cours-là, il faut comprendre une chose. Ce cours-là, à l'Université Saint-Adjou de Dakar, c'est ce cours-là, le système politique sénégalais, qui va compenser la sociologie politique au second semestre. Donc, raison pour laquelle il ne faut pas négliger ce cours-là. Et je vous conseille vraiment de suivre ce cours-là. Et pourtant, M. Diouf était très pertinent et il a suivi la file jusqu'à la fin. Voilà ce que je voulais vous dire. Il faut continuer comme ça et suivre ces cours-là. Et M. Diouf, vous avez nos encouragements parce que vous avez vaqué vos préoccupations pour assister à nos jeunes frères et sœurs. Et voilà, c'est quelque chose à saluer. Voilà, je vous remercie. Et si vous avez chers étudiants, si vous avez des questions, vous pouvez les poser, c'est le moment. Parce que jusqu'à présent, il nous reste quelques minutes. Allez, je vous remercie.
Merci beaucoup, Ibrahim. Vous avez tout dit aussi. Donc, l'important, c'est de suivre ces cours-là. Donc, ce sont des cours de remédiation. Ça va vous permettre vraiment donc, d'être à la hauteur, d'être au top donc, lorsque vous allez commencer vos cours. Parce que les amis, les collègues qui sont là peuvent m'en témoigner. Vous pouvez faire un cours dans une semestre et à la fin, vous ne comprenez rien à ce cours. C'est une chance donc, de participer à ces cours-là. Donc, vaquer à vos occupations et essayer donc d'entrer dans la plateforme, ne serait-ce que 2 heures de temps pour écouter et pour comprendre parce que nous sommes là pour vous. Nous sommes là pour vous accompagner. La chance qu'on n'avait pas à notre époque, si vous l'avez, il faut essayer de le saisir. Donc, il y a Amadou Tidjan Sabali qui lève la main. Amadou, donc vous avez la parole. Oui, bonsoir, vous me recevez? Oui, on vous reçoit, on vous reçoit. Ok, merci Diouf pour la brillante exposé que vous avez fait par rapport à nos... Puisque aujourd'hui, en tout cas, même vous m'avez donné la compréhension que vous n'avez pas lorsque vous posez le système politique sénégalais. Et alors que c'est dès maintenant ce que les autres ont dit, nos doyens. C'est déjà maintenant qu'on devrait tout faire pour pouvoir comprendre d'abord les choses avant de démarrer, puisque c'est un peu difficile. On peut rester là et écouter les profs, mais on ne parvient pas à comprendre. De cela, c'est entre nous, entre étudiants et étudiants, nous devrons nous poser toutes les questions qui nous semblent un peu floues. De cela, je vous remercie, Diouf. En tout cas, vous avez exposé quelque chose qui va nous servir dans toute la vie estudiantine. De cela, des soucis par rapport à Général de Gaulle, lorsqu'il rendait au Sénégal. Lorsqu'il rendait au Sénégal, je crois que c'est le 17 septembre 1960, Mamadou Dia avec Senghor. Ils ont posé le rendez-vous qu'ils devraient accueillir le général de Gaulle. C'est l'autre là, Baljo Ndiaye, qui a pu accueillir. Je ne sais pas quelle est l'importance qu'ils ont pu faire pour ne pas accueillir le général de Gaulle, puisque lui, il venait pour l'accord de l'indépendance entre le Sénégal, entre la fédération et en même temps la France. Maintenant, je voudrais des explications concernant cet rendez-vous, pourquoi ils ont posé. Monsieur Diouf, si vous nous entendez, vous avez la parole.
Monsieur Diouf, est-ce que vous nous entendez? Vous avez la parole. Oui, désolé, Monsieur Mbalo, j'avais un coup de fil urgent, donc désolé. Donc, merci beaucoup, Amadou Tidiane Sabali, donc pour votre question. Et c'est une question très, très, très pertinente, du fait qu'aussi, il faut le noter, lors de la venue donc, de Gaulle au Sénégal, Mamadou Dia et Senghor étaient absents. Et du coup, c'était qui les a accueillis. Et les raisons de son absence, donc, de cet accueil-là, n'est pas donc détaillé dans ce cours, et c'est ce qui devrait être lié. Donc, et vous avez eu vraiment l'occasion de faire des recherches pour amener cette absence, et ça, c'est à féliciter. Donc, maintenant, la justification de l'absence de cette venue-là, il y a un journal que je dirais, que Mamadou Dia avait écrit, donc en disant que, assurément, nous allons être contre l'accession de Gaulle au pouvoir. C'est d'ailleurs ce qui explique que nous n'étions pas là, la plupart, pour voter son référendum. Ouais. Et il ajoute que j'avais même, en tant que secrétaire général de l'UPS, fait un rapport dans le sens du vote négatif. Donc, tout ça pour dire que il faut noter que souvent la situation de l'explication de l'histoire n'est pas claire. Mais il y avait une réelle contradiction entre la façon dont De Gaulle voulait octroyer l'indépendance et aussi de la même manière que Mamadou Dia n'acceptait pas cette accession à l'indépendance de cette façon. C'est du fait que aussi le président Senghor et Mamadou Dia, il y avait cette tension. Et sur l'absence de Senghor, c'est toujours Mamadou Dia qui en donne la justification. Il dit que la vérité, l'évidence est que c'est à notre insu que ces choses ont passé. Pour Senghor, les vacances, c'est quelque chose de sacré. Senghor était en vacances. Et là, il avait décidé de partir tel mois. Le ciel pouvait se retourner au Sénégal. Il n'était question pour lui de renoncer à ses vacances. En ce moment, Senghor était en vacances. Et il faut noter que les vacances étaient importantes pour Senghor. Et quoi qu'il arrive, peu importe la situation sénégalaise, même si le Sénégal était en crise, Senghor va prendre ses vacances. C'est pour ça qu'il dit, la vérité, l'évidence est que c'est à notre insu que ces choses se sont poussées. Il dit, pour Senghor, les vacances sont quelque chose de sacré. Il avait décidé de partir tel mois. Les vacances ont été déjà programmées. Et il dit, le ciel pouvait se retourner au Sénégal. Il n'était question pour lui de renoncer à ses vacances. Donc, voilà la justification de Senghor. La justification de l'absence de Senghor. Donc, on va dire pour lui, il n'était pas d'accord. Lui, il n'était pas d'accord. Parce que De Gaulle venait à Dakar et n'était pas du tout donné la peine d'en informer les chefs de gouvernement que nous étions. C'est mon budget qui parle. Il n'y a pas de raison que je reste là pour l'attendre.
est celui qui a dit, il n'y a pas de raison que je reste là pour l'attendre. Je suis donc parti, mais vraiment sans me douter qu'il allait y avoir des manifestations. Senghor, à ce moment, était en Normandie. En Normandie. Donc, voilà. Ces manifestations même qui ont poussé à De Gaulle, donc, de faire, qui ont poussé De Gaulle à faire, donc, de déclarer cette décision à celui du Sénégal. Et Senghor a été accueilli par Valdiodio. J'espère que j'ai un peu apporté donc des éclaircissements sur la question de Sabali. L'essentiel est que Senghor était absent pour des raisons de vacances, à qui il respectait, à qui il trouvait que les vacances sont sacrées. Pour Mamadou Dia, pour lui, donc, De Gaulle n'avait pas respecté donc, les chefs qui étaient présents au Sénégal, tels que lui. D'où son absence. Et il l'a dit. J'espère que c'est bon. Donc, s'il y a d'autres questions aussi, donc, j'ai installé ou bien des contributions, vous pouvez prendre la parole. Oui, Sabali. Ok, merci vraiment, Diouf. En tout cas, je puisse comprendre quelque chose dans vos différentes réponses. Oui. Et aussi, j'ai une autre question, à savoir que au Sénégal, il y a combien de républiques jusqu'à présent, puisque lorsqu'on posait le système politique sénégalais, notre tuteur nous parlait les républiques, et alors que j'ai un peu de soucis pour identifier les différentes républiques que le Sénégal a eues. Oui, bon, là, pour ne pas anticiper, donc ça fait partie donc, du système politique sénégalais, comme tu l'as si bien dit. Donc, on va voir l'ensemble de ces républiques-là que tu as énumérées. Donc, et ce que je vais te dire, c'est que ce cours-là porte sur ces républiques-là. D'abord, il porte sur, et comme on l'a dit, la marche vers les indépendances. Il y a aussi la 4e et la 5e République. Donc, actuellement, on est à la 5e République. Donc, ça sera... Vous allez mieux comprendre l'essentiel de ces républiques que vous venez d'évoquer. Donc, je ne veux pas juste engloutir vos connaissances. Donc, si je commence cet aspect-là, donc ça va un peu donc permettre aux étudiants, donc ça va les embrouiller, c'est le mot que je cherchais, ça va un peu embrouiller donc, les étudiants qui sont à L1, mais on va le voir, donc c'est dans le chapitre 2, la 4e et la 5e République. D'accord, ça va aller. Oui, Fatou 6, après, donc, Fatou 6, nous allons permettre à notre ami Lamine Diallo de prendre la parole. Fatou 6, vous avez la parole. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, c'est camarade. Est-ce que vous me recevez? Oui, on vous reçoit très bien. Avant tout, je vais vous remercier puisque les explications c'était tellement claires. Puisque aujourd'hui, moi, personnellement, je peux faire une résumé de ce cours-là en quelques secondes puisque vous avez touché tous les points importants du cours. Puisque si on parle de données,
la marche vers l'indépendance, il y a un certain point je pense qu'il y a certains points qui ont poussé les États africains, les États à se lever pour réclamer leurs indépendances. On peut dire, comment dire, l'accès à l'indépendance de Tunisie, comment dire, la défaite de France à Djemetfoun, et comment dire, la guerre d'Indochine. C'est cela qui ont poussé les États africains, les États à réclamer leurs indépendances. J'ai bien compris ce que vous avez expliqué sur, la communauté interne dans la loi cadre. Dans la loi cadre, les États avaient un certain opportunité, il y avait un certain, il a fait un certain changement que les mais les compétences, les compétences les plus importantes appartenaient aux Français, appartenaient à la France, dans la communauté franco-africaine. Vous avez tous cité tout à l'heure, il n'y avait pas de partage de compétences, mais les choses importantes appartenaient à la France. Mais j'ai une question à vous poser. On commence dans la fédération du Mali et du Sénégal, puisque tout à l'heure, vous avez dit que le Sénégal avait sa propre constitution le 24 janvier 1959, alors que en ce moment-là, il avait une fédération. Comment dans cette fédération on peut réussir que le Sénégal avait sa propre constitution? Bon, merci beaucoup à tous six. Donc, merci pour cette question aussi, pour ces contributions. C'est l'essentiel. L'essentiel, c'est de pouvoir résumer donc le cours. Une fois terminé, vous pouvez donc le résumer selon votre compréhension, tout en respectant l'essentiel de ce cours. Donc, oui, j'ai eu à le dire tout à l'heure. Donc, c'est pourquoi même, je vous ai dit, il y avait une superposition. Il y avait une superposition. Parce que, il faut noter que après 1958, après la constitution de 1958, qui a donné naissance à la communauté franco-africaine, on a vu que les colonies pouvaient se gouverner elles-mêmes. Donc, l'idée de cette gouvernance, de cette autonomie, c'est une brèche à l'ouverture de l'indépendance. Maintenant, le Sénégal en a profité pour avoir sa constitution à l'intérieur de la fédération. Maintenant, il y avait des institutions qui ont été mises en place. Maintenant, ce qu'il faut savoir ici, c'est que le Sénégal était un territoire d'outre-mer, un temps, et que les tombes avaient la possibilité, le Parlement local avait la possibilité de se gouverner. Cette constitution-là du Sénégal n'englobait pas la constitution, non. N'englobait pas, du moins, la fédération. Elle englobait le territoire outre-mer. Mais tout de même, il y a une superposition. Parce que quoi qu'il arrive, il doit y avoir le respect des institutions mises en place. C'est-à-dire les institutions aux organes de la fédération. Maintenant, c'est pourquoi, lors de la séparation, le Sénégal est parti avec sa constitution de 1959. Ouais. Donc, le Sénégal est parti avec sa constitution parce que cette constitution du 24 janvier 1959 prenait en compte le Sénégal en tant que territoire d'outre-mer. Et vous voyez, je vous l'ai dit, cette constitution a été changée en 1960. J'espère que c'était juste une question de superposition. C'est bon, Fatus?
Oui, merci. D'accord. Lamine Diallo, vous avez la parole. Oui, merci mon cher Ahmad de m'avoir donné la parole. Je voudrais tantôt contribuer peut-être un tout petit peu sur ce que vous avez dit tantôt en ce qui concerne les changements politiques au Sénégal avant donc les indépendances à la Deuxième République, mais également vers revenir un tout petit peu aussi sur les prémices en tout cas de l'indépendance. Mais comme une question a été posée tout à l'heure, je ne sais pas si je pourrais revenir largement pas largement, mais d'une manière ramassée par rapport à ces aspects-là. Mais je voudrais d'abord rebondir sur la question tout à l'heure donc sur ce que vous venez de dire tout à l'heure, notamment en ce qui concerne donc la fédération du Mali. Alors, comme vous l'avez si bien dit, hein, c'est la brèche vers l'indépendance, donc vers les années 1958, qui sera donc empruntée par le Sénégal et le Soudan, qui à la suite donc de multiples péripéties montreront en place ce qu'on appelle une fédération. Comme son nom l'indique, c'est la fédération du Mali. Donc le Sénégal aura donc dans ce cadre de cette fédération, ce que vous venez de le dire tout à l'heure, hein, ce que je vais confirmer, le Sénégal aura donc dans cet organigramme sa propre constitution à l'intérieur de la fédération du Mali. Alors, les institutions en ce moment-là mises en place par cette constitution devant se superposer, comme vous l'avez si bien dit, aux organes de la coopération entre pour en général pour diverses raisons. Celle-ci sera donc éphémère. Cette fédération, donc, comme son nom l'indique, a été d'une manière éphémère. Mais on peut dire en d'autres termes aussi, on peut montrer en d'autres termes certains éléments qui sont importants, à savoir ce qu'on appelle les préludes de la fédération du Mali. Là, donc, initialement, la fédération devait regrouper normalement à son sein de la communauté franco-africaine. Donc, 4 États. Que sont, parmi ces 4 États, on a le Sénégal, on a le Soudan, on a le Dahomey, on a également la Haute-Volta. Et souvenez-vous, comme vous avez suivi votre exposé, votre explication dans le cours en parlant du Dahomey, c'est vrai que c'est des appellations à l'heure actuelle qu'on ne trouve pas dans l'appellation de nos pays respectifs. Donc, quand on vous parle aujourd'hui du Dahomey, ça c'est qu'il s'agit du Bénin actuel. Mais quand on vous parle aussi de la Haute-Volta, faites-vous référence au Burkina Faso plutôt. Donc, là, il faut dire que comment ça s'appelle encore, ces pays se réunissent en janvier 1959 pour mettre en tout cas sur pied ce qu'on appelle pour mettre sur pied cette fédération suite à une réunion de Bamako de décembre 1958. Hein. Donc, la Constitution à ce niveau avait donc adopté par l'Assemblée constituante qui sera donc ratifiée à cette occasion. Le Soudan, le 21 janvier 1959, également de l'autre côté, le Sénégal, le 22 janvier 1959, et la Haute-Volta, le 28 janvier 1900 également 1959. Donc, cette dernière, comment ça s'appelle encore, n'intégrera jamais la fédération suite à ces pressions exercées par la Côte d'Ivoire. Donc, autrement dit, la Haute-Volta n'a pas pu, disons, intégrer grâce à ces différentes exercées par la Côte d'Ivoire, conformément donc à l'article 78 de la Constitution française. Les dirigeants de la fédération exprimèrent en septembre 1959 leur décision d'accéder à l'indépendance. Et à la date du 13 septembre 1959 à Saint-Louis du Sénégal, le général de Gaulle exprima son accord à cette décision. Donc ensuite, on a le 4 avril 1960, un accord de transfert, ce qu'on appelle un accord de transfert de compétences entre le gouvernement français et les gouvernements du Sénégal et du Soudan fut donc signé. Et à la date du 20 juin 1960, la fédération demanda
et obtient son indépendance. Cela qu'on appelle les institutions prévues pour son fonctionnement. Voilà donc ce que je pouvais intervenir par rapport à la question tout à l'heure de Fatou 6. Maintenant, si le temps me le permet, je voudrais revenir très rapidement sur les changements politiques du Sénégal d'avant l'indépendance, ou à défaut de ne pas avoir le temps, je voudrais revenir, en tout cas pour apporter quelques contributions sur les prémices de l'indépendance, si le temps vraiment nous le permet. Je vous redonne la parole, M. Diouf. Merci. Merci beaucoup, Lamine Diallo. Vraiment, c'est assez clair et pertinent. Et voilà, donc, vous avez résumé la Fédération du Mali, donc, tout entier, je dirais même. Et merci beaucoup. Donc, s'il n'y a pas d'autres intervenants, donc, on peut terminer avec votre bref résumé que vous voulez faire, avec la marche vers l'indépendance. On va terminer puisqu'il est 18h. Donc, Lamine, vous pouvez continuer. On termine une bonne fois pour toutes sur ça. Voilà, merci. Je m'en vais rapidement parce que par rapport à ces changements politiques au Sénégal d'avant les indépendances à la Deuxième République. Alors là, on avait ce qu'on appelle le système politique actuel, donc que nous avons actuellement, et l'aboutissement d'une longue évolution qui s'explique par la recherche continue d'un modèle constitutionnel adapté à l'environnement socio-culturel et à l'adhésion sans cesse renouvelée de la République du Sénégal par rapport aux principes traditionnels de la démocratie libérale. Donc, il s'avère alors nécessaire de retracer cette évolution constitutionnelle pour mieux cerner les contours du régime politique actuel. Donc, c'est tout à fait un processus par lequel nous devons nous adapter pour comprendre en tout cas ce système institutionnel. Et dès 1895, la France a regroupé l'ensemble de ses colonies d'Afrique occidentale au sein de ce qu'elle a appelé l'AOF. L'AOF que vous comprenez par là, l'Afrique occidentale française. Alors, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, cette structure qui est l'AOF n'était plus suffisamment forte pour répondre aux velléités. Donc, par exemple, quand je parle de virilité ici, ça renvoie aux souhaits et aux désirs que les dirigeants voulaient avoir dans cette institution qui est l'AOF, d'émanciper de plus en plus accrue de la part des colonies, une émancipation accrue de la part des colonies. C'est pour cette raison donc que la France, de gré ou de force, a mis en branle tout un processus qui devait aboutir à l'indépendance des différentes colonies au Sénégal. Vous voyez, c'est tout à fait un processus. Donc, ce processus, une fois l'indépendance acquise, tenta de s'organiser en mettant en place un régime politique fortement inspiré des régimes de la France, des 4e et 5e Républiques. Ce que nous, on a l'habitude de dire, parfois, c'est tout à fait un mimétisme. Donc, à la pratique de ce régime, s'est révélé donc inadapté à la réalité sénégalaise de l'époque, d'où sa disparition et la mise en place d'un régime jugé plus conforme aux réalités et aux aspirations sénégalaises. Autrement dit, on a hérité d'un système français que nous voulons adapter alors qu'on a nos propres réalités. Donc, ce qui veut dire que ça pourrait effectivement conduire à l'échec. Donc, d'où à un moment donné, on a eu la disparition et la mise en place de régimes plus conformes, en tout cas aux réalités et aux aspirations des Sénégalais. Celui-ci, donc, de la Constitution, vous prenez la Constitution du 7 mars 1963, laquelle inspire celle de 2001. Donc, il y a une inspiration entre celle de 2001. Voilà donc ce que je pouvais dire dans cette partie du cours. Mais je vais terminer par rapport aux prémices maintenant de l'indépendance. Et quand on vous parle de prémices, c'est-à-dire c'est un processus en tout cas qui nous a mené vers l'indépendance. C'est ce que je vais tenter d'expliquer d'une manière ramassée ici pour en terminer. Les prémices de l'indépendance. Donc, à partir de 1954, de nombreux événements vont produire dans les colonies un déclic physiologique. Et quand on parle de déclic physiologique, cela nous renvoie à quoi? Effectivement, cela nous renvoie à ce qu'on appelle des mentalités, d'une prise de conscience de la part des acteurs publics, des acteurs faits.
ses rapports avec les territoires d'outre-mer. Donc, il y avait un changement de mentalité, ou bien à l'heure actuelle, on peut même changer peut-être, on peut parler aussi de changement peut-être de paradigme à l'heure actuelle. Mais donc, il y avait donc des changements de mentalité, il y avait donc cette prise de conscience à l'endroit de ces autorités, en tout cas vis-à-vis de l'autorité coloniale, donc par rapport à ses rapports avec les territoires d'outre-mer. Et parmi ces événements, on peut retenir donc que vers le milieu des années 1950, un fort courant anticolonialiste s'est développé à travers le monde. Il a trouvé donc sa matérialisation dans le giron français à travers plusieurs événements. Donc, ce sont des éléments qui sont phares. Tout d'abord, on a la défaite des Français en 1954, donc en Indochine, comme vous venez de le dire. Je crois que M. Diouf a revenu sur cette défaite des Français en Indochine, mais également le déclenchement des hostilités en Algérie en 1957, puis ensuite ce qu'on appelle la conférence de Bandung, que M. Diouf aussi est revenu largement donc en 1957, de tribus aux États africains et asiatiques pour réclamer ouvertement l'indépendance des colonies. Enfin, l'indépendance du Maroc et de la Tunisie en 1956. Les colonies donc françaises d'Afrique prennent alors conscience de la possibilité d'accéder à l'indépendance et poussent donc la France à poser les premiers actes vers cette indépendance. Alors, pour le Sénégal, cette marche vers l'indépendance sera ponctuée par 3 étapes qui sont importantes. Et ces étapes-là ont fait l'objet tout à l'heure d'explications par M. Diouf, mais également par notre camarade Fabsis. Et parmi ces 3 étapes les plus importantes, on a ce qu'on appelle l'autonomie interne. Ensuite, on a la communauté franco-africaine. Et enfin, la fédération du Mali. Donc, des étapes donc marqueront cette marche vers l'indépendance. D'abord, la loi cadre suivie de la communauté franco-africaine, mais également la fédération du Mali. Voilà donc ce que je pouvais dire d'une manière ramassée par rapport à ce que j'ai compris, à ce que je pouvais contribuer en tout cas par rapport aux explications qui ont été données par M. Diouf, mais également aux interventions des uns et des autres. Merci et je vous redonne la parole. Voilà, merci beaucoup, Lamine. Vraiment, les explications sont claires et vous avez fait donc, un résumé sur l'essentiel a été dit. Donc, je pense qu'on a débordé même sur l'heure, mais ça valait la peine vraiment. Et moi aussi, je vous félicite parce que aussi vous m'avez assisté à ce cours. C'est un honneur aussi d'assister, de faire ce cours-là avec nos camarades étudiants parce que nous sommes des camarades. Vraiment, c'est un honneur et c'est un plaisir. Et merci beaucoup à tous. Donc, on peut se dire à la prochaine, Inch'Allah.